Bonjour, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Aujourd'hui, nous recevons François Baroin, ministre de l'Économie, des Finances et de l'Industrie. François Baroin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le Monde accuse la DCRI, la Direction centrale du renseignement, d'avoir espionné un de ses journalistes en cherchant la liste des appels de son téléphone portable. On vous sait très attaché aux libertés publiques. Comment vous réagissez à de telles accusations ? Je crois que le ministre de l'Intérieur a parfaitement expliqué la position et la réalité. Il y a par ailleurs une procédure en cours et l'attachement que j'ai aux libertés publiques est aussi celui de la suite naturelle du cours des choses, notamment sur le plan judiciaire. Donc je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Tout ce que je peux C'est juste un repérage de communication téléphonique, comme le dit Claude Guéant. Ce ne sont pas des écoutes. Il s'est parfaitement exprimé, il a parfaitement dit la position. Ce que je peux vous dire, pour avoir été moi-même ministre de l'Intérieur et avoir travaillé avec M. Squarcini et M. Pechnard, c'est que ce sont des grands serviteurs de l'État et des grands policiers. Alors justement, Manuel Valls était sur Radio Classique ce matin et interrogé sur la question de savoir si c'était une affaire d'État. Je vous propose d'écouter sa réponse. Oui, parce que dans tout autre pays, les hauts responsables de la police nationale et du renseignement intérieur auraient déjà dû démissionner. Et aujourd'hui même, je vais demander au président de la commission des lois d'auditionner le plus vite possible le ministre de l'Intérieur, Bernard Squarcini, le directeur du renseignement intérieur, et Frédéric Pechnard, le directeur général de la police nationale. Crise d'État, crise de confiance, viol de la loi, tout cela est insupportable et c'est la marque d'un pouvoir. Donc on voit que le Parti socialiste a décidé de se saisir de cette affaire. Il appelle à la démission. Ça va trop loin, selon vous ? Mais moi, je suis stupéfait des réactions des gens de gauche. Manuel Valls, qui est par ailleurs responsable politique, qui prend des positions courageuses à l'intérieur. Il parle du viol de la loi. Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Sur la présomption d'innocence, sur le respect de la procédure judiciaire, sur l'insulte à des hommes qui ne peuvent pas se défendre, ils ne peuvent pas lui répondre. Qu'est-ce qu'ils ont fait hier, Hollande, Aubry, si ce n'est se vautrer dans l'accompagnement de quelque chose qui a été démenti 24 heures après, je pense au bouquin qui est sorti et aux pseudo-révélations de l'infirmière qui aurait dit qui ont fait pchit, pour reprendre une expression consacrée en la matière. Et puis, franchement, entendre les Mitterrandiens donner des leçons de morale à U et à Dia dans le cadre des primaires, du haut de leur tribune, en montrant du doigt et en pointant sans rien savoir, sans rien connaître, je ne peux pas m'empêcher d'esquisser un sourire. Autre sujet qui nécessite un consensus, mais on voit que le climat politique ne s'y prête peut-être pas, c'est la règle d'or. Après tout, on peut toujours espérer. On peut toujours espérer effectivement la règle d'or, donc qui nécessite d'inscrire dans la Constitution le fait qu'il n'y aura plus de déficit budgétaire, ou au moins qui sera limité à 3% du PIB. Vous croyez encore qu'on peut arriver à un consensus sur cette question ? Oui, je le crois. Je le crois parce que je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas quelques socialistes responsables et écoutés dans leur parti qui ont eux-mêmes exercé des responsabilités d'État, qui se replient sur leur nombril comme ça, au risque d'être la risée de l'ensemble des hommes et des femmes de gauche en Europe. Ce n'est pas un projet de droite ou de gauche, ce n'est pas un projet de Nicolas Sarkozy contre ou pour l'entendre un piège à l'opposition. C'est quelque chose qui va être une obligation à l'échelle européenne, qui est voulu et souhaité désormais par tous, qui est une contrainte en fait au plus haut niveau juridique de chaque État, c'est-à-dire le niveau constitutionnel, non pas pour fixer une date. L'équilibre des finances publiques et la réduction et l'effacement des déficits fait partie aujourd'hui des impératifs de tout gouvernement. La meilleure preuve, c'est que le gouvernement socialiste de M. Zapatero a pris l'initiative de proposer la modification de la Constitution. Modification de la Constitution, je crois que de mémoire, il y en a eu 2 en tout et pour tout en 30 ou 40 ans en Espagne. Et il y a eu 5 voix contre. Et la droite et la gauche se sont unies. Alors, M. Hollande, Mme Aubry et les autres, tous ceux qui aujourd'hui ont des cornes de brume dans leur meeting de militants, seraient mieux inspirés de prendre la main que le gouvernement leur tend. C'est vraiment une démarche, je crois, d'intérêt général, de responsabilité. Je crois que c'est aussi leur intérêt. Et je ne vois pas pourquoi ils s'excusent de cette démarche, ou ils la refusent. Ils ne seront pas liés par les choix du gouvernement. Ils ne seront pas liés par le bilan du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Ils seront liés par le chemin de la responsabilité et de l'intérêt général. Vu leur état, vu ce qu'ils démontrent, c'est-à-dire rien appris et rien oublié, je pense que ce serait utile pour eux de nous rejoindre. Oui. Étienne Pinte a évoqué la possibilité d'organiser un référendum, enfin en tout cas donner cette idée. C'est une bonne idée selon vous ou
Nous sommes dans le temps de la consultation sur cette problématique. Le Premier ministre reçoit, discute avec un certain nombre de parlementaires. Nous établissons des contacts. Nous avons plusieurs semaines devant nous. Et puis cette problématique est une prérogative exclusive du Président de la République. Et c'est à lui qu'il appartiendra de juger en opportunité du mode de consultation. Dominique de Villepin était à votre place hier. Il vous a posé une question. Écoutons-la. Comment faire, alors même que nous sommes dans une situation très difficile, pour concilier une exigence de rigueur assumée, sans doute au-delà du dernier plan gouvernemental, et la nécessité de préserver la croissance en France et en Europe? Vaste question, mais rapidement. Oui. On essaye de le faire et je crois sérieusement que nous y parvenons. Je me permets de rappeler que la France a eu une récession 2 fois moins importante qu'en Allemagne au moment de la crise de 2009, que nous sommes sortis plus vite, mais que nous avons une croissance convalescente. Et la croissance française est évidemment dépendante des interconnexions, les interrogations aux États-Unis suite à la dégradation de la note américaine et à l'importance de la dette, les incertitudes sur la stabilité de la zone euro. Nous avons des réponses techniques, nous déclinons l'accord, nous allons y parvenir. Enfin, tout cela crée un contexte qui fait que nous devons suivre avec beaucoup de précision l'évolution des indicateurs. Et le plan qui nous permet tout simplement de bien fixer la ligne, qui est d'atteindre des objectifs de réduction de déficit, on ne variera pas. Peu importe les mesures, peu importe, je dirais, les modalités, ce qui compte, c'est d'être au niveau de déficit que nous avions avant la crise en 2013. Je rappelle également que nous avons voté dans la loi de programmation des finances publiques un niveau de déficit en 2014 à 2%, que ce programme d'ensemble sur 3 ans porte sur 100 milliards, que l'effort complémentaire permet de répondre présent au rendez-vous 2011, présent au rendez-vous 2012, de manière certaine. Et nous n'avons pas, et Dominique de Villepin a raison de le dire, car c'est la bonne question, touché à des mesures qui pouvaient impacter le pouvoir d'achat. Vous le savez, le modèle français, c'est la consommation, c'est le pouvoir d'achat des ménages, et le modèle français, c'est aussi la solidarité. On préserve les plus fragiles, on ne touche pas aux dispositifs qui protègent l'emploi, et on essaye de protéger le pouvoir d'achat. C'est comme ça qu'on sera sur ce chemin de crête, en situation de continuer d'avancer. Beaucoup de voix au sein de l'UMP se sont élevées justement après ce plan pour dire qu'au fond, on pouvait taxer davantage les riches et que la mesure qui avait été retenue, 2% pour les revenus supérieurs à 500 000 euros, n'était peut-être pas assez élevée. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Il y a quelque chose là-dessus, dans le débat parlementaire, où ça pourra évoluer ? Je rappelle qu'au départ, nous avions travaillé sur effectivement une mesure de l'ordre du symbole qui rapportait quelques millions d'euros. On est déjà à 200 millions d'euros, ça n'est pas rien. Mais je rappelle surtout, et c'est pour ça que ce plan est équitable dans sa répartition, c'est que cette mesure qui est un nouvel impôt, qui durera le temps qu'on revienne à l'équilibre, ce sera fixé dans la loi, s'ajoute au maintien de l'ISF, même s'il a été transformé, s'ajoute à la hausse des prélèvements sociaux, s'ajoute aux mesures sur les plus-values immobilières. Bref, c'est vraiment une catégorie de population qui a plus de moyens que d'autres, qui est nettement appelée à participer à l'effort de solidarité nationale. La Commission des finances a décidé d'enlever la hausse de la TVA sur les parcs à thème. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez quand même la maintenir dans le débat ? Mais ça, c'est le jeu traditionnel du parlementaire. J'étais ministre du budget l'an dernier. On a proposé 11 milliards de suppression de niches. On a eu des débats et ce sont les vertus de notre démocratie parlementaire. Tout ce que l'on demande, nous, c'est pas tellement de s'accrocher à telle ou telle mesure. Ces mesures, elles ne viennent que s'additionner les unes aux autres. Elles ont leur pertinence. On ne peut pas dire que sur les parcs à thème, ce soit une mesure anti-pauvre comme on l'a entendu ici ou là. C'est pas acceptable. On peut dire on est contre, on peut dire c'est peut-être pas le moment. C'est Raffarin qui avait un peu dit que c'était une mesure qui touchait les gens qui ne partaient pas en vacances. Mais c'est pas bien, c'est faux et c'est pas solidaire. En revanche, s'il y a une mesure qui apporte les quelques millions pour l'année 2011 et en vitesse de croisière autour d'une centaine de millions, on n'aura pas de difficulté dans la mesure où on reste dans notre bloc d'1 milliard pour 2011 et de 11 milliards pour l'année prochaine. D'accord. L'UMP ouvre ses universités d'été ce week-end à Marseille. L'objectif, c'est d'afficher l'unité du parti majoritaire avec Nicolas Sarkozy. Ça sera le cas ? Tout le monde est derrière Nicolas Sarkozy aujourd'hui ? Vous savez, l'UMP est en situation, je dirais, très avantageuse comparativement à ce qui s'est passé au PS. On a un chef, on a une équipe, et on est en train de travailler sur le projet. La politique, c'est assez simple, surtout dans un système comme le nôtre, un quinquennat, un homme qui est face au peuple, qui se présente, l'élection au suffrage universel. Donc quand on a un chef, Nicolas Sarkozy, une équipe, le gouvernement, plus le parti, et un projet
dans lequel pourra piocher le président de la République lorsqu'il estimera nécessaire de se présenter aux Français, ce que je souhaite pour ma part, eh bien, on a là déjà 90% du travail politique. En même temps, sur le projet, on voit bien qu'il y a, là, si tout le monde est derrière le chef, tout le monde essaye d'influencer le chef, entre la droite populaire qui réclame de revenir aux fondamentaux de 2007, les centristes qui préféraient peut-être un accent plus social, et les libéraux. Il n'y a pas un risque de cacophonie, là, justement, avant la déclaration de candidature? C'est le propre d'un chef, d'un leader, qui est incontestable, c'est de faire la parfaite synthèse de ce que, à la lumière de son expérience, il est le seul dans le paysage politique actuel de chef d'État, à la lumière de la crise, ce qui apparaîtra comme le plus efficace pour régler la crise et pour préserver notre modèle social. Il n'y a pas de sujet tabou à ce stade, je dirais, de la compétition. Tous les débats peuvent être ouverts et il appartiendra à Nicolas Sarkozy de porter les mesures qui lui paraissent opportunes. François Baroin, merci d'avoir répondu à nos questions. À lundi pour un nouveau talk.